Bon, je vais Bonjour à tous. commencer à introduire et puis ça fera sûrement venir les retardataires. Bienvenue pour ce temps de retour, en tout cas sur les rencontres régionales qui sont organisées les 6 et 7 octobre à Saint-Claude et pour certains, vous étiez présents. On a pensé ce temps avec l'intention de pouvoir proposer à des structures qui n'ont pas été présentes à la fraternelle les 6 et 7 octobre dernier, de pouvoir embarquer avec nous sur la suite de ce qu'on va conduire au niveau du réseau régional. Et on a pensé ce temps en 3 temps. Donc, on va être ensemble. Ça arrive. Bienvenue tout le monde. Donc, on est en train d'introduire ce temps de webinaire autour des suites des rencontres régionales que nous avons organisées donc, les 6 et 7 octobre dernier à la Fraternelle. Donc, Christophe est présent pour ceux qui le connaissent, enfin, un directeur de la Fraternelle, et donc ils nous ont accueillis pour ces 2 journées de rencontres régionales. Donc, c'était la deuxième édition. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant, enfin, c'était intéressant pour nous de proposer un temps en format plutôt webinaire quelques semaines, mois après les rencontres, dans le but de à la fois embarquer les personnes qui n'auraient pas pu venir sur la compréhension des intentions qu'on a posées lors de l'événement, de comment on l'avait aussi construit et qu'est-ce que ça a donné, et également des sujets que l'on souhaite porter au niveau du réseau suite à ce temps fort qui a quand même rassemblé plus de 100 personnes à l'échelle régionale. On a pensé ce temps-là qui va durer 1h30, donc on est ensemble jusqu'à 12h30, en 3 temps. Le premier temps, on a la chance d'accueillir avec nous Alice Canabat, que je te laisserai te présenter, mais voilà, qui était aussi présente aux rencontres et qui se trouve être, qui travaille au programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens à la NCT, et qui se trouve être spécialiste aussi des sujets des transitions, qui était pour rappel notre sujet des rencontres régionales. Et donc, il y aura un premier temps plutôt où on va revenir sur ce sujet-là et avoir peut-être une autre entrée, enfin d'autres clés de lecture et de compréhension sur la question des transitions et du rôle des tiers-lieux dans celle-ci. On aura un second temps proposé par Amélie, que vous connaissez tous, qui du coup était voilà, en portage du projet des rencontres et qui va du coup nous revenir un petit peu sur la façon dont ça a été pensé et la façon dont ça s'est organisé et ce que ça a produit et en quoi en fait ça a été vraiment un démonstrateur aussi pour nous des transitions et en quoi cet événement dans son organisation et la façon dont il a été pensé nous aura permis aussi d'incarner pleinement, on va dire, les valeurs et les propositions du réseau régional. Et on terminera sur un temps plutôt avec moi, cette fois-ci, sur quels sont les sujets, les 2 préoccupations qui sont sorties lors des rencontres et qui on a eu envie, nous, du coup, de porter et de creuser pour les mois à venir. Donc l'idée, c'était aussi de tirer les fils qui auront été discutés au fil de ces rencontres-là parce que certes, c'est un bel événement, mais du coup, l'idée, c'est aussi de voir comment ça vient nourrir notre réseau régional. Voilà comment ça s'est pensé. Donc, je vais laisser la parole à Alice. Je vais te laisser te présenter. J'ai oublié de le préciser, il y aura des temps d'échange. Donc à chaque fois, sur chaque temps, voilà, ce sera plutôt assez participatif. En plus, on est en comité pas non, enfin assez restreint, donc il y aura vraiment la place pour échanger. Voilà. Eh bien, à toi la parole, Alice, et merci encore. Bien, bonjour à toutes et tous, et puis grand merci au réseau, et donc en premier chef Joséphine et Amélie cette petite invitation, pour ce petit temps finalement qui a été un peu pensé, je crois, en mise en perspective, ayant dans ma précédente vie enseigné en effet un peu ces enjeux pendant un temps long. Et donc je me suis proposé de revenir finalement en 2 temps. Un premier sur ce qu'on pourrait appeler une petite socio-histoire de cette notion de transition, comment elle s'est imposée et globalement les représentations qui la traversent. Et puis un deuxième temps, sans doute plus important, où je propose qu'on discute de ce que font déjà les tiers-lieux en matière de transition, d'un point de vue écologique, social, économique, et qui vient finalement à l'appui de cette logique. Alors, quand on parle de transition aujourd'hui, on réfère évidemment à une nécessaire transformation, une transition, une transformation d'un modèle à visée de durabilité. Et peut-être justement qu'il faut commencer par rappeler quelques éléments, j'ai envie de dire, liminaires, définitionnels autour
plus généralement de la durabilité. En fait, ce que je propose un tout petit peu, hein, c'est de dénaturaliser, comme on dit en sociologie, quelque peu ces notions, donc les rendre un peu moins naturelles et voir justement un peu quel est les usages qu'on en a, puisqu'aujourd'hui on en a un usage assez indifférencié. Donc petit cadrage, j'ai envie de dire historique, presque épistémologique. La durabilité comme enjeu, je pense que vous le savez tous, mais je le rappelle, ça émerge au moment de la conscientisation de limites, hein, c'en est son révélateur, autrement dit, anticiper finalement le cadre d'un monde dont on commence à saisir, ou en tout cas à voir poindre des limites. C'est le motif rationnel, le déclencheur, hein, de tout ce qui va structurer ce qu'on appelle les politiques de durabilité. C'est celui-là notamment que poursuit l'UICN lorsqu'il publie en 1980, un petit moment maintenant, son rapport très connu, hein, Stratégie mondiale de la conservation. Et c'est au passage dans ce document que le terme de développement durable va apparaître pour la toute première fois. Mais ce n'est qu'en 87, donc quelques 7 ans plus tard, que le concept sera vraiment défini. Ça aussi, tout le monde le sait, dans un rapport très connu qui s'appelle le rapport Brundtland, hein, notre avenir à tous, de la CMED. Bon, on peut rappeler aussi que peu avant, parce que c'est bien de l'avoir en tête, c'est-à-dire au tournant des années 60-70, il y a une série d'alertes scientifiques qui sont énoncées. La plus connue d'entre elles, c'est Rachel Carson avec son Printemps silencieux en 62. Et c'est notamment à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est pour partie ceci, hein, ces alertes qui vont structurer le passage, donc la fin des années 60 globalement, du naturalisme vers l'environnementalisme et puis après l'écologisme, entendu comme la nécessité d'une société alternative. C'est en tout cas dans ce contexte qu'on pourrait dire alarmiste, puisqu'il y a des sonnettes d'alarme, si je veux dire, qui sont lancées, que vont émerger ou se restructurer les associations et puis après les partis politiques qui vont se réclamer finalement globalement de l'écologie. C'est aussi dans ce contexte que va émerger au passage le ministère, hein, éponyme, on va dire, qui va être strictement alloué à cet enjeu. Bon, je vais vite. Dans les années 80-90, l'enjeu donc, environnemental, on va dire, s'institutionnalise. Et c'est suite à une série d'occasions manquées, je ne rentre pas dans le détail, de quelques désillusions aussi, notamment au niveau des négociations internationales, que dans les années 2000 vont voir émerger des courants, des propositions qui vont traduire à ce moment-là une forme d'inquiétude un peu plus augmentée, hein, en tout cas une perte de confiance dans une rhétorique qui au départ était assez rassurante du développement durable. Et celui-ci, le développement durable, va se trouver, donc au tournant des années 2000, quelque peu délaissé au profit de la dite transition, qui, au départ, en est directement reliée, hein, intrinsèquement même reliée. Elle est longtemps restée, on va dire, une évocation qui est corrélée au développement durable. Deux exemples, le rapport Meadows que j'évoquais tout à l'heure, hein, de 72, insistait sur la nécessité de la transition d'un modèle de croissance à un équilibre global, c'était les termes ajustés, en mettant notamment en avant toute une série de risques, hein, économiques, démographiques, etc. En 87, le rapport Brundtland que j'ai évoqué aussi indiquait qu'il s'agissait d'opérer une transition vers un développement durable. Donc au départ, c'est vraiment une évocation qui est reliée, corrélée. euh, et j'ai envie de dire qu'au départ, la transition, c'est un moment. Et elle s'est trouvée, encore une fois, je vais un peu vite, mais essentialisée. Et c'est en fait que récemment, donc plutôt dans les années 2000-2010, que cette notion et tout ce qu'elle emporte avec elle, qui est très important, va devenir, on pourrait dire, enfin, centrale et même axiomatique. En France, la notion de transition écologique et puis son volet énergétique ont pris, hein, depuis les années 2010, l'ascendant totalement. Donc on a la création du Conseil national de la transition écologique en 2012. On a aussi une stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique et de la politique énergétique mondiale, etc. On en est au deuxième volet. Donc ça, c'était le premier point que je voulais rappeler. C'est que la transition, finalement, est venue avec cette question de durabilité. La deuxième chose importante à avoir en tête, c'est que finalement, cette
essentialisation, elle a aussi conduit à voir la transition, parce qu'on parle souvent de la transition, de façon très unitaire, là où évidemment une vision qu'on verrait un peu monochrome de la transition, ou d'ailleurs du développement durable, resterait ou reste assez artificielle. Je vais le dire autrement, les politiques environnementales, elles sont des politiques qui engagent l'avenir. Donc, ce sont quasiment tout le temps des politiques, on va dire, d'anticipation, voire, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, de prospective. Et donc, c'est toujours des futurs qui sont visés, des futurs qui sont prospectés et qui varient évidemment en fonction d'une série de projections qu'on a, d'une série peut-être même de croyances, voire peut-être d'idéologies. Bon. Et ceci mène par conséquent à des visions qui sont possiblement éloignées ou assez éloignées hein, de ce qui fait la transition. Euh, donc, qui, je le répète, hein, est supposé au départ traduire le passage d'un état d'équilibre à un autre. Donc, il est affaire, évidemment, de transformation, de mutation, qui sont à la fois progressives et profondes, d'un modèle, en fait, hein, d'un modèle de société. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même avoir en tête que, là aussi, je le dis rapidement, mais que cette difficulté à définir ce qu'on pourrait appeler un périmètre d'action, puisque c'est ça, hein, encore une fois, les questions de transition, un périmètre d'action et de réflexion d'un avenir qui serait durable, a presque toujours été. Je donne un exemple et un seul, mais j'aime bien le rappeler. Au moment où il y a le tout premier ministère qui est créé, le tout premier occupant s'appelle Robert Poujade, le premier ministre hein, français de l'Environnement, et il a publié un ouvrage après en être sorti qui s'appelle Le ministère de l'impossible. Ça campait un peu le décor en 75 et il a rappelé une boutade assez intéressante que Jacques Chaban-Delmas lui avait dit, qu'il avait, au moment où le ministère est créé, Chaban-Delmas lui aurait dit quel beau ministère dont on a inventé le nom avant de connaître la chose. Parce que finalement, quand on parle d'environnement, à ce moment-là, le mot est homologué en 70, hein, euh, le terme, j'ai envie de dire d'emblée, semble assez inadapté avec avec l'ensemble des problèmes très concrets hein, qui sont posés et qu'il prétend englober. Et c'est notamment cette tension, hein, là aussi je vais un peu vite, mais entre cet antagonisme, on va dire, entre environnement et développement qui va faire émerger cette notion de développement durable. Bref, le cadrage des enjeux de durabilité, il a toujours été assez complexe. Et pour certains même, le développement durable, quelque part, s'est trouvé d'emblée assez, en tout cas, s'est trouvé en crise. Je reprends les termes là de Jacques Tess, qui était le ministre, pardonnez-moi, pas le ministre, le responsable de la prospective au ministère de l'Environnement pendant longtemps et qui était aussi universitaire. Et en crise, pourquoi? Eh bien, parce que il se retrouve finalement souvent à perpétuer un modèle dont il s'agit précisément de s'éloigner pour faire transition. Voilà. Donc c'est important d'avoir tout ça en tête lorsqu'on sait hein, que, encore une fois, c'est ce terme de transition qui est devenu axiomatique, qui est devenu central pour toutes nos politiques environnementales et qui s'est trouvé très fortement réinvesti, notamment en 2015, avec ce qu'on appelle les ODD, donc les objectifs de développement durable, qui sont encore une fois aujourd'hui très centraux. Pour finir ce petit tour de piste, un autre élément, c'est que dans les années 2010, on a aussi grand public quelque chose qui émerge et qui fait aussi, qui participe en tout cas à charger ce terme de transition. C'est ce qu'on appelle le mouvement des villes en transition de Rob Hopkins, qui lui a très massivement percolé hein, au niveau mondial. Il y a un réseau international, il y a plus de 1000 initiatives aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Et ce mouvement des villes en transition a aussi nourri hein, la vision qu'on a aujourd'hui de cette transition. Ce mouvement, pour le coup, ces mouvements bon, sont assez en termes propositionnels assez robustes, puisqu'ils proposent rien de moins hein, que des descentes énergétiques avec le retrait pur et simple du fossile, pour le dire vite. Donc tout ça pour rappeler que ce concept de transition, il est très chargé et il est chargé surtout d'une très grande variabilité en termes de mots qui sont désignés ou qui sont utilisés en quasi-substitut. Aujourd'hui, hein, on parle de résilience, on parle... alors pour certains, il est question de résilience, voire de sobriété, pourquoi pas même de décroissance. Pour d'autres, plutôt d'énergie verte ou de développement durable. En tout cas, il y a des quasi-substituts pour cet axiome de transition qui ne sont pas évidemment toujours chargés de la même manière.
En fait, assez classiquement, analytiquement parlant, j'entends, hein, on dégage trois grandes conceptions, c'est souvent comme ça qu'on les schématise, trois grandes représentations de la durabilité. Là-dessus, je vous invite à regarder, parce que Fabrice Flippo l'a très très bien synthétisé, donc un petit article qui s'appelle justement Les trois grandes conceptions du développement durable, qui est paru en 2014. Et globalement, il va montrer qu'il y a oui, représentations qu'il appelle la dématérialisation, l'autre développement et la sortie du développement. Vous imaginez bien là que la transition n'est pas chargée de la même manière. Pour le dire très brièvement, dans la toute première conception, la dématérialisation, le problème de la durabilité se ramène surtout à un problème technique qui est quelque part dénué de dimension politique. On a un problème de raréfaction, par exemple, de ressources, un problème de dérèglement des services offerts par la nature, et ces raréfactions, par exemple, hein, vont provoquer l'arrivée de technologies de rupture qui vont permettre de pallier le problème. Et la croissance est quelque part ici la solution. Pour le deuxième courant, qui va objecter au premier une forme d'irrationalité de ces solutions, et surtout la nécessité de s'orienter vers une piste plus politique, celle d'un changement dans l'organisation collective. Donc les associations sont aussi porteuses de ce changement. Pour ce courant, les choix techniques doivent être politisés. Il faut un changement qu'on pourrait dire sociétal. Pour la troisième représentation, dite de la sortie du développement, là, c'est vraiment l'idée d'une rupture un peu plus nette dans les pratiques, dans les représentations. C'est un courant qui va nourrir un intérêt assez fort pour tout ce qui va être sobre, robuste, le low-tech, hein, par exemple, et qui va globalement arguer que l'hypermodernité a diffusé, je vais le dire vite encore, hein, dans le monde entier, un mode de vie qui n'est pas tout à fait généralisable, et c'est ça l'enjeu, c'est ça le problème quelque part. Donc il faut sortir. Bon, encore une fois, je vais très vite, mais tout ça pour dire que on voit bien que ces représentations de la transition, eh ben, ça constitue autant de projections qui mènent à des visions de la transition qui sont possiblement assez éloignées. Et puis, il faut le rappeler quand même, à partir des années 2010, il y a aussi une accélération de la gravité des enjeux, des problèmes, hein, qu'on va dire écologiques, de biodiversité notamment, climatiques aussi, et on en a tous de plus en plus conscience. Et donc, ça a conduit l'opinion publique à se saisir de ces sujets, j'ai envie de dire en dehors de la base un peu, on pourrait dire militante, qui au départ, hein, on est traditionnellement assez soucieuse. C'est à ce moment-là, par exemple, si certains connaissent ce terme, que le terme d'anthropocène va émerger, qui va aussi charger encore un peu plus, hein, cette question de transition. Je le dis peut-être en un mot, quelle est l'idée? C'est l'idée que, on serait sorti d'un état géologique, l'Holocène, qui existe depuis 11 000 ans, et on serait rentré dans un moment où finalement, eh bien, les activités humaines seraient devenues la première force agissante du devenir, hein, de la Terre. Et donc, pour beaucoup, ça va amener à une transition, une grande transition. Là, je reprends le terme de l'IPBES, si peut-être vous connaissez, qui vont amener à une vision de la transition plus systémique. J'aime bien le terme, souvent je l'utilise, plus métabolique. C'est-à-dire que la transition, elle doit toucher beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas que environnemental, c'est aussi social, c'est aussi économique. Il y a différents indicateurs à ce moment-là qui vont émerger. Bon, tout le monde connaît l'empreinte écologique, le jour du dépassement. On en a publicisé beaucoup à chaque fois pour montrer un peu cette question des limites, hein, qui sont en passe d'être franchies, et donc la nécessité d'une transformation. Et puis les limites planétaires, qui sont la dernière, si je puis dire, indicateur important qui nous vise encore une fois à conscientiser. On en a 9, d'après le Stockholm Resilience Center, on en aurait franchi déjà 7. Donc ce faisant, euh, les traductions territoriales très concrètes que ça induit en matière de transformation, donc en termes de transition, hein, elles se sont vues à partir de ce moment-là, donc on va dire une grosse quinzaine d'années, maximisées. On va de plus en plus parler de résilience, de robustesse, de relocalisation,
de politique, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas de sobriété, de solidarité nouvelle, de nécessité de l'entraide, pour certains même de formes de communalisme. Bon, je vais peut-être pas déplier ici, mais je le précise quand même, ces traductions, elles sont territoriales. Elles sont d'autant plus importantes que la question des échelles, elle est, une question vraiment centrale en matière, d'écologie, hein, c'est-à-dire encore une fois qui englobe la totalité de ces sujets. Il y a des auteurs très importants qui ont alerté sur cette nécessité de territorialiser la réflexion. Depuis longtemps. Tout le monde connaît, hein, ce trait, ce mot, Think Global, Act Local. Bon, ça fait partie, hein, de cette réflexion. Quelque part, je ne résiste pas à vous conseiller la lecture de deux auteurs, Ivan Illich, l'un des tout premiers à avoir indiqué cette nécessité, et puis un autre beaucoup plus récent qui a publié un ouvrage que je vous conseille, qui s'appelle Une question de taille, qui s'appelle Olivier Rey, un continuateur de cette réflexion. Et donc, j'en arrive à mon dernier point, les tiers-lieux face à ces enjeux de transition et de territorialisation de la transition, ou des transitions. Alors, je me permets un tout petit préalable. Dans ma vie précédente, j'ai rendu quelques rapports, et l'un d'entre eux avait été commandé par la Commission environnement du Parlement européen et portait sur ce qui s'appelait les initiatives citoyennes. Alors, vous allez peut-être voir justement le lien sur les initiatives citoyennes en Europe, et notamment leur créativité en matière de résilience face à ce qui, à l'époque, était une crise, hein, qui venait de frapper l'Europe du Sud, importante. On était alors en 2010-2011 quand je l'ai rendu. Et déjà émergé un peu partout en Europe du Sud, dans un contexte donc de difficultés fortes, hein, et partagées, et parfois de services publics un peu carencés, eh bien, des SCIC, du coopérativisme de façon très forte aussi, et des mises en réseau, un petit peu comme celle eh bien, qui nous réunit aujourd'hui, des mises en réseau et d'une certaine forme d'inventivité citoyenne, avec par exemple, hein, des banques de temps, des monnaies locales, des systèmes locaux d'échange, qui étaient assez pertinentes. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais il me semble que les tiers-lieux s'inscrivent, hein, dans une dynamique de même ordre. En effet, par leur forme, par leur souplesse et par leur avant-garde, les tiers-lieux agissent, vous agissez quelque part, hein, d'ores et déjà sur de nombreux volets qui permettent un renforcement de la cohésion sociale, un soutien à des pratiques locales, et puis surtout, plus largement, j'ai envie de dire, à des micro-déplacements, à une invitation vers la transformation des modes de vie. Euh, les territoires et leurs collectivités sont aujourd'hui impliqués fortement dans leur trajectoire propre, hein, de résilience, et les tiers-lieux participent ou peuvent participer, hein, à la solidité de ces structurations, on va dire, un peu nécessaires en termes de transition. En matière, j'ai envie de dire, de production de valeur matérielle. Les tiers-lieux présentent une forte vertu territoriale parce qu'ils participent à augmenter, pour certains, hein, évidemment, c'est pas toujours uniforme, mais ils peuvent participer en tout cas à augmenter la sécurité alimentaire, la robustesse des sols nourriciers lorsqu'ils se sont des tiers-lieux nourriciers. Ils sont réducteurs aussi d'impacts environnementaux, notamment les émissions de gaz à effet de serre, par le déploiement de circuits courts, de production locale, par toutes les logiques d'économie circulaire. Ils opèrent aussi une réduction d'usage de certains matériaux qui peuvent être critiques, ou de ressources aussi fossiles. Ils œuvrent évidemment à réduire le gaspillage. Bon, je précise ici, et c'est toujours important de l'avoir en tête, qu'il est possible d'évaluer l'empreinte matière, hein, d'un territoire ou d'un bassin de vie. Il y a eu des propositions notamment d'outils développés par l'ADEME, je crois en partenariat avec Utopie, et qu'il est possible de situer un projet de tiers-lieu, de situer une proposition vis-à-vis de ce diagnostic, hein, par exemple, de l'empreinte matière. En matière de production, on va dire, de valeur immatérielle, il y a aussi des éléments très importants
qui émanent des tiers-lieux. Les tiers-lieux sont producteurs de qualité relationnelle, sociale. Ils œuvrent d'une certaine manière par les offres qu'ils proposent à un renforcement de la citoyenneté et de ses pratiques. Ils favorisent une ouverture aussi vers des populations qui sont plus éloignées, qui peuvent être même délaissées ou vulnérables. Ils participent aussi parfois à stimuler un sentiment d'appartenance communale, intercommunale ou plus largement territoriale, qui permet la reprise, la transformation de lieux qu'on pourrait appeler des lieux du lien en ruralité et qui sont aussi très importants en matière de transition sociale. Et là aussi, vous pouvez depuis peu évaluer votre contribution à la qualité relationnelle, donc un outil que nous avons à NCT développé euh, grâce à Commune Mesure et au campus de la transition à qui nous avons confié une étude l'an dernier qui a été rendue sur la contribution sociale des tiers-lieux. Et donc un outil a été développé d'autopassation qui font que tout tiers-lieu qui le souhaite pourra d'ici peu, l'outil va être mis en ligne sur Grist fin février, eh bien, mesurer sa contribution sociale. Donc, je le précise juste, il y aura, mais vous serez informés pour ceux que ça intéresse, un outil de présentation de cet outil, normalement, je l'espère, fin février. Peut-être terminer en rappelant que les différents dispositifs que la NCT porte ont, depuis 2023, inclus, alors notamment dans Fabrique de territoire, cet enjeu de visibilisation concernant la capacité que les tiers-lieux ont à être ressources en matière de transition, au pluriel, et de transition, ou alors on pourrait dire territoriale. Une transition qui a été scindée dans différents appels à projets, mais notamment Fabrique de territoire en 3 volets, auxquels peut-être certains d'entre vous ont répondu, s'ils ont candidaté récemment, un volet qu'on a appelé de transition sociale, démocratique et solidaire, un volet plutôt transition alimentaire ou agroécologique, et puis un volet de transition économique, et évidemment avec cette importance donnée à l'économie circulaire. Et notamment parce que, je le répète, les tiers-lieux participent par leurs offres à augmenter localement l'emprise des transitions et la déclinaison des transitions. Évidemment, tout ne repose pas sur leurs épaules, mais ils participent à cette structuration. Les diagnostics de territoire qui sont fréquemment demandés en préalable, par exemple, de certains financements, ont pour objectif, justement, de faire émerger des enjeux caractéristiques auxquels les projets que vous portez, par exemple, répondent. Qu'il s'agisse de la perte d'attractivité d'un territoire, le vieillissement peut-être, la paupérisation d'une population, la diminution des activités agricoles, par exemple, sur un territoire rural, la nécessité de développer des économies d'énergie ou d'entrer dans des cycles de décarbonation, la réduction aussi souvent de lieux de sociabilité, etc. Et donc c'est un exercice quelque part, je pense, qui vous revient de montrer quelque part combien d'ores et déjà les tiers-lieux, votre tiers-lieu, vos tiers-lieux permettent eh bien, d'œuvrer, un peu comme le colibri, chacun à sa manière, mais permettent d'œuvrer vers des territoires finalement plus accessibles, équilibrés, plus résilients, avec le développement de mobilité alternative, de circuits courts, avec aussi l'offre parfois du coworking, qui permet aussi de ne pas, si je puis dire, générer trop de gaz à effet de serre, par le développement ou par le soutien d'ailleurs aux TPE ou à l'artisanat notamment, par la priorité qui est souvent donnée à l'alimentation locale, la production, la distribution, euh, des territoires aussi plus sobres qui intègrent des nécessités d'économie, donc je l'ai déjà dit, d'énergie, de réemploi, de recyclage ou de valorisation des déchets, et puis des territoires plus solidaires.
Ça, c'est vraiment important, surtout en ruralité, des offres qui visent, on le voit bien, on a fait un événement sur les lieux du lien au Sénat il y a quelques mois et on l'a bien vu, des tiers-lieux qui offrent aussi des possibilités qui vise la réduction de l'exclusion, le développement d'espaces de vie sociale, entre autres choses. Et l'espace aussi où peut se recréer du lien et s'imaginer des solutions, encore une fois, adaptées au bassin de vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir donné quelques éléments de discussion. Merci beaucoup, Alice. Exercice vraiment voilà, complexe en si peu de temps et je trouve que voilà, vraiment merci parce qu'on a pu retracer le fil et revenir sur des éléments historiques, tout ça et je trouve que enfin voilà, c'était en tout cas très riche. On va ouvrir un petit temps de questions maintenant. Questions, remarques, est-ce que voilà, il y a des envies de prendre la parole parmi vous pour réagir donc aux propos d'Alice. Vous pouvez lever la main. Voilà. Peut-être, ouais, si tu peux mettre en affichage. C'est là. Alors, Philippe. Et puis, alors, oui, en prenant la parole, si vous pouvez vous présenter brièvement pour vous Bonjour, bah, situer. je représente le tiers-lieu de l'Orme et puis donc je suis membre du bureau de tiers-lieu Bourgogne-Franche-Comté. Euh, J'avais un questionnement à propos des villes en transition et je voulais savoir si tu savais nous parler un peu de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Pendant un temps, on en entendait beaucoup parler. Moi, j'avais eu la chance d'aller à Totnes, etc. Et j'ai l'impression qu'on parle plus de ça. Qu'est-ce que c'est devenu? Amélie, Joséphine, comment voulez-vous qu'on procède? Je réponds au tac au tac ou... Oui. Bah, peut-être on peut, oui, enfin, peut-être on peut prendre toutes les questions, comme ça te permet de mesurer aussi sur la prise de parole. S'il y a d'autres questions, peut-être les exprimer maintenant. Et sinon, ça viendra au fur et à mesure. Oui, Nicolas? Oui, bonjour. Je voudrais savoir si dans le réseau des tiers-lieux en région, il y a un secteur d'activité prédominant, tout simplement en termes éventuellement de potentiel d'emploi dans des territoires ruraux ou parfois peu accessibles, dans la continuité des propos d'Alice Canabat, hein, qui prônent le développement territorial et qui est un discours qui prône le développement local aussi, avec les tiers-lieux et grâce aux tiers-lieux. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va déjà répondre à ces deux-là. Je te laisse sur la première, Alice. Oui, je vous laisserai répondre à la seconde, évidemment. Ouais, voilà. Excellente question, oui, sur le mouvement des villes en transition. En effet, on en entend beaucoup moins parler. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas le cadrage, en un mot, Rob Hopkins est un professeur en permaculture et qui propose à ses étudiants au départ, hein, une mise en situation. C'est vraiment un TD, si je puis dire, dans un cours, et où il propose une mise en situation au niveau de la ville de Kinsale sur eh bien, un plan de descente énergétique avec deux préalables, une crise climatique, enfin comment dirais-je, non, la nécessité de sortir du fossile euh, euh, et étant pris comme un prérequis, hein, le peak oil étant pris très au sérieux à ce moment-là, on est en 2006, sauf erreur quand il modélise ça, euh, et une aggravation de l'aspect climatique. Et donc, il faut un plan de descente énergétique très sérieux, très rigoureux au départ, et qui a évidemment tellement bien fonctionné d'un point de vue propositionnel. Il y a un petit manuel, hein, du mouvement des villes en transition proposé par Rob Hopkins, que ensuite, eh bien, toute une série d'autres villes, alors évidemment avec des échelles, la question des échelles là aussi est très importante. C'est souvent des quartiers quand on est dans des grands centres urbains, mais ça peut être des villes lorsque elles n'excèdent pas, sauf erreur, entre 10 et 15 000 personnes
où là, évidemment, eh bien, ont été déclinées des mises en œuvre, finalement, relatives à cet objectif, hein, vraiment de descente énergétique. C'est vraiment l'énergie qui est le premier principe, si je puis dire, de cette proposition. Donc, en effet, il y a encore quelques années, il y avait à peu près 20 pays qui montraient leur implication dans un réseau qui existe encore, pour le coup, le réseau. Mais je partage ce constat, Philippe, que il y a, alors Rob Hopkins continue à faire pas mal de conférences et de propos pour aider, si je puis dire, à la, à la, à la propagation de cette proposition, mais je ne sais pas du tout où en est l'état de ce réseau international. Je pense aussi que le moment d'ascension de cette proposition n'est plus tout à fait le même que celui d'aujourd'hui, ou peut-être aussi que d'autres propositions alternatives ont pris l'aval, et notamment au regard du fait que les... les pronostics qui avaient été à ce moment-là pris très au sérieux sur la fin du pétrole, eh bien, ont pu être un peu revus ou aménagés. Alors moi, je vais donner un peu des éléments de réponse par rapport à votre question, Nicolas. Euh, donc, des secteurs d'activité dominants, c'est-à-dire que, enfin, nous, chaque année, donc, enfin, pas chaque année, mais justement, cette année, on va refaire un recensement national enfin, et régional, du coup, qui permettra de mettre en évidence les activités proposées par les divers tiers-lieux de la région BFC. Mais ce que nous, on peut déjà vous dire aujourd'hui, c'est que parmi les 120-130 tiers-lieux dans la région, il y a une majorité déjà de tiers-lieux qui sont en zone rurale. Il y a une forte capacité à se mettre en réseau et à proposer des projets de territoire, notamment par le biais de mise en place de consortiums qui ont été très soutenus d'ailleurs par la NCT au travers des différents appels à projets qui ont été proposés ces dernières années, notamment Fabrique de territoire, avec l'idée du coup de mettre en commun, enfin, un certain nombre d'acteurs qui agissent sur différents leviers autour que tu citais tout à l'heure, Alice, et qui du coup vont répondre à des enjeux du territoire. Et on en a vraiment pas mal en région BFC. Je pense que, je ne vais pas dire que c'est une spécificité, mais je pense que c'est une force en tout cas qu'on a sur notre territoire, cette capacité à penser des projets en consortium. Après, d'un point de vue vraiment activité, on a à peu près trois typologies d'activités un peu dominantes chez nous. La première, ça va être plutôt les acteurs qu'on appelle tiers-lieux, plutôt culturels, même si ils ont, comme on le sait, hein, la définition des tiers-lieux, on n'est jamais mono-activité, on est souvent sur une hybridation d'activités, mais du coup, on va dire, cette identité un peu forte. Donc, il y a une trentaine de tiers-lieux plutôt à dimension culturelle chez nous. On a une trentaine également de tiers-lieux qui vont plutôt être numériques et qui vont développer des Fab Labs aux côtés d'autres activités souvent. Et enfin, un autre tiers plutôt qui vont proposer des coworking, enfin, voilà, des activités, des espaces de travail partagés, et encore une fois, qui se jouxtent à d'autres activités. Et je tiens aussi à dire que dans les projets plutôt de consortium d'acteurs, on a vu aussi, c'est comme ça que nous, on a vu aussi naître des projets de lieux qui se revendiquaient justement autour de réponses aux enjeux liés aux transitions. Et vraiment, enfin voilà, je pense que c'est ça un élément fort qu'on a notamment dans les zones rurales. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la Merci beaucoup. suite? Je vous en prie. Eh bien, je propose du coup de laisser la parole à Amélie. Ah, pardon, Philippe, j'ai pas vu. Non, tu Il as faut... ton micro fermé, ouais. Oui, rapidement, une question, commentaire. En fait, j'avais, il y a quelques années également, assisté à une conférence d'un gars qui parlait en fait des villes comme étant des villes et de la fédération de villes ou des réseaux de villes, etc., comme facteur de transition. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe, ça, ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on voit bien qu'il y a des villes qui en font beaucoup et d'autres pas, et qu'en fait, ces regroupements peuvent être générateurs de transition. Est-ce qu'il y a une observation globale de ça? Est-ce que c'est un levier d'action? Etc. Question, je pense, pour Alice, si elle veut bien.
Alors, je vais avoir du mal à vous répondre parce que ça dépend de la taille des villes. En matière de recherche, puisque je suis un tout petit peu ces enjeux-là, il y a beaucoup de choses en effet qui sont réfléchies sur certains niveaux de regroupement ou de fédération, comme vous l'indiquez, de petites villes. Sur la fédération de villes comme pouvant être potentialisatrice de transition, il y a assurément des choses, mais des villes, en tout cas, on va dire de plus grande taille, hein, voire je sais qu'il y a aussi eu des réflexions menées autour des métropoles qui peuvent aussi, sur un autre plan, s'établir en partenariat pour pouvoir réfléchir à des enjeux, pour le coup, d'une grande transition. Mais je pense qu'il y a différents niveaux. Si vous êtes sur le terrain de l'Orme, je vois un petit peu où est-ce que où peut se situer la question. Euh, il y a sans doute, et si vous le souhaitez, je peux faire une petite recherche pour vous répondre plutôt par mail. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va ouvrir le second temps de cette visio. Je vais laisser la parole à Amélie, qui va revenir du coup sur les rencontres régionales. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, voilà, l'idée c'est là maintenant de vous faire un petit retour sur la façon dont ça a été pensé et en quoi on a d'une certaine manière incarné les sujets des transitions au travers l'organisation de ce temps fort pour notre réseau. Et on aura un petit temps de questions et ensuite je terminerai sur les projets prioritaires pour l'année, en tout cas, qui s'ouvre maintenant. Est-ce que vous voyez bien le partage du PowerPoint? Ou pas du tout? Oui. Oui, ça a l'air d'être bon. Super. Donc, les rencontres régionales, elles ont eu lieu les 6 et 7 octobre à la Fraternelle. Et est-ce que je vais... Oui. C'est un événement qui nous a permis de réunir 110 participants. Les partenaires principaux, c'était l'Adréal, le FDVA, la région et la Fraternelle. Et on avait un budget de 27 100 € pour organiser cet événement. C'était un événement qui était ambitieux parce qu'il avait la volonté de rassembler les actrices des tiers-lieux de la région pour favoriser le partage d'expériences, la mutualisation des pratiques et la construction de projets collectifs. C'était un moyen aussi d'expérimenter un format démonstrateur écologique et collaboratif en cohérence avec les valeurs portées par les tiers-lieux. C'est un moyen de valoriser le réseau régional et toutes les actions qu'on peut porter. Et on avait la volonté que ce soit des rencontres le plus inclusives possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce webinaire aujourd'hui, parce que le fait de faire les rencontres à Saint-Claude pouvait être un frein à la participation des rencontres. Et nous, on voulait que chaque membre du réseau, en tout cas, puisse y participer s'il le souhaitait. Et donc, on a proposé différents formats. La rencontre, elle était inclusive. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un système de tickets suspendus pour que les personnes qui ont moins de moyens puissent participer quand même aux rencontres. On a eu une diversité de public assez impressionnante pendant ces rencontres parce qu'il y avait à la fois des partenaires institutionnels qui étaient présents au niveau national, au niveau régional, des habitants, habitantes de Saint-Claude, des bénévoles de la Fraternelle et des tiers-lieux représentants et des acteurs du territoire du Jura plutôt, qui étaient des autres associations qui ont participé également. Et on propose à chaque fois au sein du réseau des repas végétariens pour démontrer aussi qu'on peut manger sans viande dans nos instances et que ça, on n'a pas faim, et ça permet aussi de ne pas avoir à gérer trop de questions autour des repas. Le projet, comment il a été mis en place? D'abord, on a créé un groupe de travail. Ce groupe de travail, il a été créé comment? En demandant aux personnes qui avaient participé à la création des rencontres en 2023 si elles voulaient participer à la création des rencontres pour 2025. Ensuite, on a fait un appel à contribution dans notre newsletter et du coup, on était une équipe de 9 personnes avec des statuts très différents, des personnes qui étaient bénévoles et curieux sans forcément être dans des tiers-lieux, des porteurs de projets de tiers-lieux et des indépendants et quelques indépendants, et puis les salariés du réseau. On a fonctionné avec un cadre de sécurité, des rôles,
des réunions en gestion par tension, un budget contributif, et on avait quelques outils pour fluidifier notre organisation. Notre cadre de travail, on a repris le cadre de travail du réseau pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour vraiment avoir un cadre de travail qui nous permette d'agir tout en étant sécurisé dans nos relations avec les uns les autres. Ensuite, on a créé des rôles. Les rôles, ça servait à quoi? À ce que chacune ait une responsabilité très claire, une autonomie d'action et une liberté d'action dans ce qu'elle pouvait proposer, des définitions assez précises de ce que chacune devait faire. Et on a essayé de faire évoluer les rôles entre ce qu'on a imaginé au départ et puis après. On les a fait évoluer en fonction de ce qu'on rencontrait comme difficulté. Et on n'avait aussi pas forcément une personne, un rôle, mais des rôles qui pouvaient être partagés. Et ça permettait de ne pas juger la personne parce qu'elle n'avait pas fait telle action, par exemple, mais pour faire en sorte que chacune puisse être responsable de son périmètre. On a défini donc plusieurs rôles. Le rôle de soucieuse, donc j'étais en charge de faire en sorte que tous nos rôles fonctionnent et que tout le monde se sente en capacité de travailler et d'avancer dans notre projet. Un rôle financier partenariat, un rôle fil rouge pour construire en fait le fil rouge de toutes des rencontres, que c'est du sens, qu'on comprenne pourquoi on était là et qu'est-ce qu'on avait y faire. C'était un rôle qu'on avait créé tardivement en 2023 et ça nous avait vraiment permis de remettre du sens dans chacun des éléments de ce qu'on construisait. Un rôle visite parce qu'on était à la Fraternelle et qu'il y avait un fort enjeu à faire découvrir le lieu. Un rôle logistique hébergement traiteur. À la base, il y avait un seul rôle logistique et on l'a scindé en deux parce qu'il y avait un besoin de personnes sur place et un besoin de personnes plutôt sur la partie transport pour organiser la mobilité douce et donc aller faire des demandes à la région, à la SNCF pour avoir des facilités pour l'organisation de ces temps-là. Un rôle logistique lieu aussi pour avoir une personne qui soit vraiment en capacité de nous indiquer comment faire au mieux pour organiser chacun des lieux dans la Fraternelle. Un rôle com, un rôle organisation première et seconde journée. Un rôle animation plutôt pour la partie fête des rencontres. Un rôle inclusion et un rôle gestion des bénévoles. Et en fait, en construisant les rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de mettre en place des binômes pour que les personnes qui avaient peu de temps puissent faire quand même avec une autre personne. Et ça nous permettait aussi de favoriser leur prise d'émission en cas d'absence. Et on a pu gérer comme ça différents moments. Nos réunions étaient en gestion par tension. Ça nous permettait d'aller très vite. En fait, on avait une réunion de 1 heure chaque semaine à partir de fin mai pour l'organisation des rencontres et on discutait très peu des choix stratégiques. Les choix stratégiques étaient discutés dans d'autres réunions. Et là, c'était vraiment pour que chacune puisse apporter ses points de tension et qu'on puisse avancer assez rapidement sur l'organisation. Le programme a été élaboré en coopération, donc on a construit le fil rouge avec les partenaires et quelques tiers-lieux et les membres du groupe de travail. Et puis, on a aussi laissé la possibilité aux tiers-lieux de faire des propositions dès qu'on a communiqué sur l'organisation des rencontres. Les administrateurs, administratrices du réseau ont pu participer aussi à l'organisation, à la facilitation de nos rencontres en étant facilitateurs des ateliers du deuxième jour notamment. Ça nous permettait d'avoir des administrateurs qui se sentaient en capacité de participer et de mettre leur pierre à l'édifice sans avoir trop de temps à consacrer en amont des rencontres. On a mis en place un budget contributif pour que les personnes du groupe de travail puissent être rémunérées ou non, mais puissent avoir une rétribution de leur temps de travail, de leur temps de contribution à ces rencontres. Ça nous a permis de mettre en
en avant le fait que certaines personnes avaient appris de nouvelles choses, avaient pu rencontrer des nouvelles personnes que d'autres avaient des besoins financiers pour financer leur tiers-lieu, par exemple. Donc, ça permettait de vraiment mettre de la clarté sur l'engagement de chacun, sur les missions qu'on avait pu remplir. Et du coup, c'est assez un format qui nous permet vraiment de construire des rencontres qui soient le plus en co-construction et avec une clarté dans le budget et dans ce qu'on en fait. Et après, on avait des outils numériques, un chat, un drive, un pad et une visio qu'on pouvait utiliser en fonction de nos besoins. Et dans ce qu'on a mis aussi en place, qui était assez intéressant, c'est qu'on a créé un guide du participant et de la participante pour que chacune puisse comprendre ce qu'ils allaient vivre, interagir le plus facilement possible, amener des choses dont on pouvait avoir besoin, favoriser le fait que, par exemple, les gens aient des gourdes pour ne pas distribuer des bouteilles d'eau ou des verres d'eau en plastique à différents endroits, enfin, différentes implications dont on avait besoin et favoriser la participation vraiment le plus en amont possible de toutes et tous. Sur le programme, donc on a construit le fil conducteur pour l'événement autour de 3 axes: comprendre des sujets à débusquer, confronter des contradictions à démêler et agir des défis à relever. Et on a essayé vraiment de travailler notre programme ensuite par rapport à ces 3 points-là pour donner du sens et essayer de mettre en avant ce qu'on recherchait à produire. La rencontre régionale, elle a débuté dans les transports. Entre Dole et Saint-Claude, on organisait il y avait une partie du train qui était prise en charge par le réseau. Cette initiative, elle a permis de promouvoir la mobilité douce et écologique, d'envisager les temps de transport autrement, de créer une opportunité de rencontre pour renforcer les liens entre les participants et participantes, de prendre le temps d'observer, parce que pendant le trajet, il y avait une lecture de paysage qui était proposée, donc d'observer la diversité géographique du Jura et les enjeux climatiques associés, et de prendre conscience des enjeux liés à l'accès à la mobilité du fait du risque de fermeture de la ligne des hirondelles sur ce territoire-là. Ensuite, sur la première journée, donc il y avait la lecture de paysage dans le train, le repas pour faciliter les premiers échanges. En fait, la rencontre, elle débutait à la fraternelle par le repas. Ensuite, on avait mis en place des animations pour faciliter la prise de parole et les connaissances de manière coopérative. C'est un format qui s'appelait le fishbowl et qui favorisait les connaissances autour des transitions avec deux animations. Les transitions, comment fait-on face à l'incertitude, et les transitions, de quoi parle-t-on? Et enfin, il y avait une table ronde, comment appréhender la complexité des transitions. Et là, ça permettait d'apporter un regard extérieur au tiers-lieu sur les transitions. Enfin, il y avait une soirée pour mieux se connaître sur cette première journée-là. Et en fait, pour nous, les espaces de fête sont très importants pour créer du lien, pour aussi sortir un peu des sujets, des transitions qui pouvaient être des fois un peu difficiles Enfin, émotionnellement, on allait sur des sujets qui pouvaient être compliqués. Donc, la fête, elle a permis aussi de lâcher un petit peu toutes ces tensions. La deuxième journée, c'était la partie un peu plus forum ouvert. On ne l'a pas fait exactement en forum ouvert parce qu'on a travaillé sur l'inclusion des participantes et que les personnes avaient besoin d'avoir un programme pour participer. Donc, on a essayé de proposer des thématiques que chacune pouvait choisir, mais avec la volonté de bien continuer à mettre en avant ce qui avait pu se discuter lors de ces ateliers, et on continue de tirer ces fils jusqu'à aujourd'hui. Donc il y avait différentes thématiques, et à la fin de la journée, on avait un point sur l'émancipation dans les tiers-lieux, avec à la fois un atelier participatif et un slam qui était proposé par la Chahut. Pendant les 2 jours, il y avait des visites de la fraternelle. La fraternelle, pour nous, c'était vraiment un tiers-lieu emblématique pour parler des transitions, de par son historique et par
positionnement actuel autour de la culture, du lien social et sa capacité à mobiliser les acteurs sur le territoire. Euh, Ensuite, on a mis en avant les projets en faveur de la transition écologique. Il y avait notamment l'avancée textile, qui est une création de la matériothèque à Besançon qui nous permettait ça. Et puis, il y avait la mise en avant de notre recueil des bonnes pratiques en faveur de la transition écologique. Enfin, donc la documentation, elle était présente pendant toutes les rencontres. On avait créé des canevas pour rendre compte de chaque atelier pour faciliter la mise en avant de ce qui avait pu se discuter. Et voici pour ma partie. Merci beaucoup, Amélie. Est-ce que vous avez des questions? Je pense notamment à ceux qui n'étaient pas présents lors des 2 journées à Saint-Claude, mais peut-être que les autres aussi, vous en avez. C'est le moment de les poser. Alors, Émeric, si tu veux prendre la parole, tu peux. Il y a Sarah qui a une question aussi. Tout cela est passionnant et donne envie d'aller à la prochaine session. Je dois quitter la réunion. À bientôt, Émeric. Merci de Émeric. ta présence. Sarah, je te laisse prendre la parole. Merci déjà pour la présentation. Ça avait l'air très bien. Je regretterais longtemps de ne pas avoir pu venir. Moi, j'avais des questions, finalement moins dans le fond, parce que je pense qu'on va en revenir après, mais parce que du coup, vous avez aussi insisté sur tout ce qui était organisation des rencontres. Et par exemple, je me suis demandé si le ticket suspendu avait fonctionné, si c'était quelque chose qui avait été, qui avait pu bénéficier à des gens et quelle proportion ça a pris. Je ne saurais pas dire exactement combien, mais il y a au moins une personne qui en a bénéficié. Je pense même plusieurs, mais qui n'ont pas bénéficié forcément du ticket suspendu euh, euh, de la même façon, mais il y a au moins une personne qui en a bénéficié ouvertement, officiellement. Et il y a d'autres personnes qui ont pu en bénéficier finalement parce qu'elles se sont inscrites sans repas et qu'on ne contrôlait pas les personnes si elles avaient bien payé leur repas, etc. Donc, il y a eu d'autres personnes qui ont pu bénéficier de ce ticket suspendu. Et Ok. déjà en 2023, c'était déjà ce qu'on avait mis en place et il y avait déjà, je pense, 2-3 personnes qui en avaient bénéficié. Ok, super. Et pour la partie train, ça Ouais. représentait combien de personnes et vous avez eu quel retour de commencer comme ça et comment ça s'est passé la jonction avec ceux qui n'avaient pas pris le train? Enfin, Il y a eu une trentaine de personnes à l'aller du train. On en a perdu un peu en route au retour. Et le train, l'aller, c'était très chouette pour tout le monde d'en bénéficier, je pense. Et ça enfin, pour les personnes qui ont bien voulu le faire. Après, c'était compliqué parce que ça rajoutait vraiment du temps de transport pour ceux qui prenaient le train. Mais ils ont plutôt joué le jeu et c'était. euh, Enfin, ça facilitait aussi leur venue aussi pour certaines personnes. Je crois que c'était, enfin, les retours, parce que nous, on n'y était pas quand on était à l'orga, mais les retours de ceux qui étaient présents, peut-être Marion, tu veux prendre la parole. Mais en tout cas, je crois que c'était un temps vraiment fort et ça a vraiment permis de connecter les gens, enfin, en tout cas, ceux qui ont pris le train à l'aller dès le début des rencontres. Après, ça n'a pas non plus, on n'a pas vu que ça avait créé un décalage pour autant dans leur capacité à entrer ensuite en lien avec les autres, etc., quoi. Si Marion, tu veux compléter, non, pas spécialement. Ça te va, ok. Inès doit nous quitter. Je me demande si, je crois qu'il y avait Jeanne aussi qui avait annoncé qu'elle devrait partir. Donc, merci pour vos présences sur ce temps. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur les rencontres à proprement parler? Eh ben, je vais ouvrir Ah oui, Nicolas. Est-ce qu'il y a eu donc des enjeux principaux qui se C'est la sont suite. dessinés suite aux Ouais. échanges? Pour les Ouais, je tiers-lieux, vais. bon, ils ont pu échanger entre eux. Il y a eu une animation, il y a eu de la coordination.
Il y a eu Mm. différents supports d'échange. Euh, Qu'est-ce qu'il en est? Alors, Voilà. Eh quels enjeux, ben, quels axes de travail, c'est ça qui est intéressant. merci Si on Nicolas. a... Bah, vous faites le lien parfait avec la suite. Donc voilà, vous me donnez la réplique, comme on dit. Je vous ai remis là, normalement, vous devez voir s'afficher notre feuille de route, qui est en fait la feuille de route du réseau régional, qui se décline en trois parties. La première qui est sur le développement d'espaces de coopération au sein de l'écosystème de tiers-lieux. Donc ça passe à la fois par de l'animation, de la montée en compétences, de l'accueil, de l'information, de l'orientation. L'enjeu 2, c'est animer le plaidoyer pour et avec les tiers-lieux au travers à la fois d'actions qu'on peut mener au niveau national, le développement de coopération plutôt au niveau régional et la promotion qu'on peut faire autour des tiers-lieux auprès du grand public. Et enfin, notre enjeu 3 qui est plutôt sur la structuration, la stabilisation de notre fonctionnement en tant que réseau, mais aussi comment on est soutien à la robustesse et au modèle, on va dire, socio-économique de nos membres. On a identifié dans le cadre, suite aux rencontres, euh, ouais, je vais le faire. Donc, nos constats sur l'enjeu 1, ça, c'est vraiment les constats sortis des rencontres, hein. C'est que il y a d'une part une méconnaissance des richesses du territoire et des compétences au sein des tiers-lieux. Il y a encore besoin, même si on a aujourd'hui une cartographie des tiers-lieux de BFC, il y a besoin d'aller un peu plus loin sur qui est compétent sur quoi. Et enfin, d'ailleurs, on l'a pas noté, mais on l'a pas dit, mais pendant les rencontres, il y avait aussi un travail autour de la cartographie des compétences des lieux, et on verra que ça appelle des actions aussi à l'endroit du réseau. En deuxième constat, le besoin de s'entraider, de mutualiser des projets, de coopérer pour survivre. Bon, bah là, on est vraiment au cœur de notre action de réseau. C'est comment on soutient de la coopération, de l'entraide, de l'interconnaissance. Et c'était vraiment, enfin, les rencontres ont permis ça, mais on voit qu'il y a toujours un besoin d'aller encore plus loin là-dessus, de se rencontrer aussi en vrai pour créer du lien. On a constaté une forme d'épuisement des acteurs. J'ai même parlé de burn-out militant. Ça fait écho aussi à des travaux qui sont aujourd'hui pas mal relayés au niveau national d'un chercheur dont le nom m'échappe, Simon Cotin-Marx, je crois. Mais en tout cas, on a, lors des rencontres, certains ont pu répondre à des questionnements. Nicolas Debève a tendu son micro à un certain nombre de tiers-lieux, notamment tiers-lieux culturels, pour venir nourrir les travaux qu'on porte aussi à l'endroit des tiers-lieux plutôt à dimension culturelle. Et on a clairement identifié un enjeu d'épuisement des acteurs, et j'y reviendrai après, mais qu'on va mettre en valeur aussi en avant dans le cadre d'une note sur un point de situation régional au niveau des tiers-lieux. Le quatrième constat, c'est un sentiment de peur face à l'incertitude politique. Je rappelle que les rencontres se sont tenues pile au moment où on n'avait plus de gouvernement à ce moment-là. Il y avait encore eu une bascule de gouvernement, et donc on était dans ce contexte-là suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà, donc on était quand même avec ces inquiétudes, des incertitudes politiques. On sait qu'il y a aussi un temps fort qui arrive là, avec les élections municipales à venir, qui ont été discutées lors des rencontres. Donc ça, c'était un point. Et puis évidemment, face aux enjeux climatiques, qui ont été beaucoup discutés dans les différents espaces, notamment sur la première journée. Un dernier constat, le besoin de se retrouver, de se rassembler, et dans la joie. Ça a été beaucoup dit, et je pense que le temps un peu plus festif de la soirée a été vraiment au service de ça, et on a constaté que c'était un besoin. Nos enjeux, donc nous en tant que réseau, on en a sorti 2 enjeux. La nécessité de continuer à soutenir les acteurs et actrices de notre écosystème. Et quand je dis notre écosystème, c'est vraiment nos membres, les tiers-lieux. On a été sur une rencontre inclusive. Il y avait beaucoup d'habitants, beaucoup d'acteurs du territoire qui sont venus aussi en curieux pour venir nourrir les réflexions qu'on a pu avoir aussi. Mais nous, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que notre écosystème de tiers-lieux avait besoin d'être soutenu encore plus fortement dans cette période-là. Et donc, la nécessité, un enjeu de créer une communauté d'entraide. Donc, en termes d'action, ça se traduit en 2026. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont des fils qu'on avait déjà tirés, qui étaient déjà dans nos actions, puis il y a des choses qui sont un peu nouvelles aussi, qu'on souhaite déployer au niveau du réseau. Donc, le recensement des lieux, des savoir-faire et des savoir-être au sein des tiers-lieux. Donc là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein, le référencement de compétences sur des actions qui pourraient conduire à du compagnonnage, hein, entre lieux, donc toujours dans cette logique de créer de l'entraide. Et
et sur le recensement des lieux, la remise à jour du panorama des tiers-lieux. Voilà, donc c'est aussi en lien avec cette année, il va y avoir le recensement des tiers-lieux et donc ça va se connecter aussi là-dessus. Le deuxième axe, c'est cartographier les espaces d'accueil pour accueillir des formations, des réunions. On avait déjà lancé ça avant les rencontres et il nous a semblé qu'il y avait besoin de continuer à identifier ça aussi pour soutenir les projets de tiers-lieux, pour mieux, et on est souvent sollicité en fait pour donner des espaces qui pourraient accueillir des formations, qui peuvent accueillir, qui peuvent être éventuellement privatisées. Donc on a lancé une cartographie qui est disponible en ligne et que les tiers-lieux peuvent se référencer là-dessus. Ouvrir des espaces de soutien, d'échange libre au travers de la mise en œuvre de temps de co-développement, d'ateliers pour prendre soin des individus. Ça, c'était pareil, c'est un point. En plus, il y a pas mal d'administrateurs là qui sont autour de la table. C'est un point vraiment qu'on a beaucoup discuté en fin d'année dans le cadre du CA et qu'on s'est dit bah, voilà, qu'on allait vraiment renforcer cette année. Donc, ça peut prendre la forme de co-développement, mais ça peut être d'autres types de formes. Mais en tout cas, c'est plutôt des espaces de discussion ouverts aux différents acteurs du tiers-lieu pour venir discuter d'enjeux qu'ils peuvent rencontrer dans la conduite de leur projet, les difficultés aussi inhérentes au contexte que je citais tout à l'heure. Renforcer la dynamique du groupe de perculture. J'en ai dit deux mots. Il existe un groupe de perculture qui était un peu en sommeil. On avait fait un gros travail en 2024 d'état des lieux, état de l'art, de la situation, de qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils défendent, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qui fait commun entre nos tiers-lieux culturels. Et là, il se trouve que avec l'impulsion aussi de France Tiers-Lieux les travaux qui sont en train d'être conduits au niveau national, il y a un cycle de webinaires, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui vont se tenir entre février et mars. Il y en aura un au Galpone chez nous. Nous, on contribue au travers d'une note de situation régionale et donc on souhaite aussi le 24 février au Galpone profiter de ce temps de webinaire pour refédérer, enfin relancer un peu une dynamique autour de ces acteurs-là qui, je le rappelle, donc nous font part aussi de difficultés grandissantes inhérentes aussi au métier de la culture aussi. Hein, donc on est dans ces enjeux au niveau régional. Et la relance du groupe de pairs numérique, qui, pareil, existe depuis plusieurs années, mais qui, là, on s'est dit qu'il y avait la nécessité de relancer les choses. Donc, il y a plusieurs rencontres qui vont s'organiser cette année autour des tiers-lieux plutôt à dimension numérique. Organiser un temps de partage autour de nos trajets. Donc, vous avez la date en exclu, mais du coup, on souhaite que ce soit un temps fort du réseau le 23 juin. L'idée étant d'utiliser nos trajets pour se voir en présentiel et continuer à tisser les liens entre membres du réseau. Poursuivre l'accompagnement des lieux, bon, ça c'est quelque chose qui est fort, mais en promouvant vraiment la notion de compagnonnage. Aujourd'hui, on a un programme qui nous permet de le faire, mais en gros, c'est de se dire, bah voilà, en quoi ce sont des modalités d'action qu'on souhaite pérenniser, quoi qu'il en soit, on va dire, parce qu'aujourd'hui, le programme va jusqu'à cet été, et de pouvoir continuer à tisser des liens et du compagnonnage entre nos membres sur les enjeux qu'ils rencontrent. Et enfin, déployer des formations sur des thématiques qui seraient nécessaires dans la construction de leur projet. Je ne l'ai pas mis en constat, mais on avait aussi pas mal de gens, je l'ai dit en curieux, qui venaient avec des enjeux de structuration de leur projet, de développement de leur projet, qui souhaitaient s'implanter sur un territoire souvent en proximité de Saint-Claude parce qu'ils étaient en proximité. Du coup, c'est comment on répond aussi à leurs enjeux et leurs besoins un peu plus techniques de se former sur des enjeux de modèle éco, de foncier, des enjeux juridiques, de structuration de leur projet. Et le deuxième enjeu qu'on avait vu, donc c'était sur sur nos enjeux de plaidoyer pour et avec, à construire pour et avec les tiers-lieux. Les constats qu'on a fait lors des rencontres, c'est qu'il y a une crainte liée à un désengagement progressif de l'État dans la politique publique dédiée aux tiers-lieux. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité à ce sujet-là. Je le rappelle, il n'y a pas de budget. On sait que on est suspendu là aux décisions qui vont intervenir prochainement, mais du coup il y a cette crainte d'un désengagement en tout cas de l'État envers les tiers-lieux.
Parfois une difficulté de prise en compte du sujet au niveau de la région, avec une prise en compte du sujet qui peut être disparate selon les services qui le prennent en compte. Aujourd'hui, on n'a pas de règlement d'intervention dédié au tiers-lieu, par exemple. On émarge à différents règlements d'intervention et on voit bien que on aurait une nécessité à ce que le sujet soit peut-être pris en compte d'un point de vue transverse et soit porté au niveau régional de façon transverse, parce qu'aujourd'hui, on a une réponse à l'endroit, par exemple, du service plutôt numérique. On a des réponses sur certains services, mais pas forcément voilà, une vision un peu plus politique aussi de qu'est-ce qu'on porte pour notre région sur la question des tiers-lieux. Une baisse des subventions des collectivités, une incertitude liée aux échéances électorales, la difficulté pour certains lieux à diversifier des ressources, c'est une demande, voire parfois une injonction, qui peut être vécue en tout cas comme une injonction à développer des modèles économiques qui s'appuient sur différents, voilà, sur la capacité à développer des ressources propres. Il y a un vrai enjeu là-dessus, à savoir, est-ce que c'est une réalité pour certains lieux, qui répondent à des enjeux, on va dire, d'intérêt collectif et d'intérêt général, à aller sur le développement de ressources propres. Et puis, il y a cette logique d'appel à projet et de mise en concurrence qui a été pas mal discutée aussi au travers des rencontres et qui mettent les structures parfois en tension. Et donc ça a pu être discuté dans différents espaces. Donc nos enjeux à cet endroit-là, c'est nous en tant que réseau, c'est de défendre le maintien d'une politique publique ambitieuse pour les tiers-lieux à tous les échelons territoriaux, et c'est ce on s'organise en tout cas pour le faire à l'échelon national au travers de notre contribution à l'Association nationale des tiers-lieux, mais aussi à l'échelon régional en sensibilisant différents acteurs publics sur les enjeux des tiers-lieux. Et évidemment, en continuant à faire reconnaître les tiers-lieux comme acteurs clés des transitions, on l'a pas cité tout à l'heure, mais on avait invité le secrétaire général de la COP régionale à participer aux différents échanges. Pour nous, il y avait un enjeu aussi à ce que les tiers-lieux, par exemple, puissent apparaître dans les feuilles de route de la COP régionale. Ils apparaissent sur certains axes, mais peut-être de voir comment ça peut être un peu plus, voilà, enfin moins cloisonnés et peut-être que les tiers-lieux soient encore plus identifiés dans ces endroits-là, de définition des politiques publiques, on va dire. Nos actions prioritaires, donc je l'ai nommé, poursuivre nos actions de plaidoyer auprès des acteurs régionaux et nationaux, en favorisant le maintien d'une politique publique envers les tiers-lieux. On a mis en place un cercle plaidoyer, donc très concrètement, ça passe par ce cercle plaidoyer qui s'est relancé en fin d'année dernière, qui s'est lancé en fin d'année dernière. L'organisation de visites apprenantes à destination d'élus, d'agents, des collectivités. On en organise chaque année, mais en gros, on s'est dit que cette année, il y aurait besoin probablement de faire notamment une visite plutôt destinée aux élus régionaux. Donc, on a parlé d'un éductour à destination d'élus régionaux. Accompagner les tiers-lieux dans le temps des élections municipales. On a délivré un kit de mobilisation qu'on a coélaboré avec les autres réseaux régionaux de tiers-lieux et on va ouvrir aussi des espaces d'échange et de partage à ce sujet-là pour soutenir voilà, les tiers-lieux dans ce temps-là qu'est la campagne électorale et post aussi élection. De contribuer aux travaux du GIP France Tiers-Lieux sur les pratiques culturelles en tiers-lieux, j'en parlais tout à l'heure. De poursuivre nos travaux de documentation des pratiques favorisant les transitions en BFC. On a parlé du recueil de bonnes pratiques, de pratiques qu'on a fait en 2024, 25, et qu'on souhaite poursuivre cette année en continuant à documenter des bonnes pratiques et des pratiques qu'on identifierait sur le territoire qui sont en lien évidemment avec les axes de la COP, comme on l'avait fait initialement avec le soutien de l'Adréal. Et on s'est posé la question, alors ça c'est plus aussi parce que ça a été un sujet qui a été discuté lors des rencontres, qu'on a abordé en première journée et également en seconde journée, sur donc l'indicateur relationnel d'impact dans les tiers-lieux, donc qu'évoquait tout à l'heure Alice, c'est de voir est-ce que on aurait un espace pour le tester en région, est-ce qu'il y aurait des tiers-lieux qui seraient qui auraient envie de participer peut-être à une version régionale ou à l'échelle d'un territoire peut-être. En tout cas, c'est peut-être là, c'est un peu une bouteille à la mer que je lance, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un projet qui n'a pas encore trouvé de financement, mais en tout cas, sur lequel on se disait ça pourrait être un fil à tirer suite à nos rencontres.
Voilà, je crois que j'ai terminé. Oui. Je vous laisse la parole sur des éventuelles questions, remarques par rapport à ce qu'on en a tiré. Voilà, et j'ai oublié de préciser que on va rédiger un retour sur les rencontres qui sera publié prochainement. On souhaitait faire ce temps-là avant, voilà, pour le publier, mais enfin, lors duquel il y aura des éléments enfin, un peu plus détaillés qui auront été discutés lors des différents ateliers qui ont été nommés tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Oui, Sarah. J'ai une question très vague. M'a dit que j'avais compris qu'il y avait 3 enjeux initialement. J'avais pas eu le temps de tout Oui, noter. Il y a un troisième enjeu. J'avais pas eu le temps de le lire, mais du coup, c'est oui, moins, alors, moins abordé. en fait, ouais, c'est juste que celui-ci, il est plus tourné vers le modèle du réseau. C'est notre Ok. enjeu 3, structurer, stabiliser le fonctionnement du réseau et de ses membres. Et donc là, on est plutôt sur des actions qui relèvent enfin, de notre organisation interne de réseau sur euh, voilà, la gouvernance du réseau, la façon dont on coopère, la façon dont on contribue, dont on partage aussi les budgets et comment on soutient les tiers-lieux dans leurs projets. Donc, enfin, au sens, voilà. Donc, c'est plutôt un axe sur lequel enfin, on a moins d'actions liées aux rencontres, quoi, du coup, Ok. Il y a un enjeu plus interne. interne, voilà. Ça marche. Et est-ce que vous pourriez revenir, vous en avez parlé plusieurs fois, mais comme il y a beaucoup d'informations, Mm. j'ai peut-être loupé sur le dernier point, c'est l'évaluation dont parlait aussi Alice Canabaté, c'est ça, l'évaluation des liens et des partenariats que peuvent créer les tiers-lieux sur les territoires, c'est ça, j'ai bien compris. Est-ce que ça va te donner quelques éléments sur le RCI, l'indicateur de capacité humaine, c'est ça? Une Relation, capacité relationnelle. Alors non, c'est pas capacité du tout une relationnelle. évaluation. C'est pas Oui. du tout une évaluation des partenariats. En substance, les chercheuses du campus de la transition avaient déjà fait un RCI, donc une mesure d'impact, on va dire, un indicateur relatif à la contribution relationnelle des écolieux avec l'ADEME. Ça nous a semblé particulièrement vertueux, donc on leur a proposé de le déplier, de le dupliquer vis-à-vis des tiers-lieux. La ressource principale, donc l'étude, est disponible si vous le souhaitez sur le site de la NCT. Tant l'étude que la synthèse que l'infographie. L'objectif là a surtout été de créer l'indicateur. Donc un indicateur qui vise vraiment à montrer comment les tiers-lieux agissent par la réunion de personnes, notamment sur le territoire, pour renforcer le lien social. Donc il n'y a vraiment aucun lien avec les partenariats, j'ai envie de dire, institutionnels. C'est vraiment leur vertu au regard de ce qu'ils génèrent en matière de qualité relationnelle entre les individus et les habitants extérieurs, et également au regard d'ailleurs des questions de transition écologique et de qualité, on va dire, de rapport aux soins général. L'indicateur a été, donc cette étude a consisté à créer les différentes dimensions et variables qui ont permis la création de l'indicateur. Donc vous pouvez le retrouver. Et maintenant, elles ont proposé, les chercheuses, et donc avec comme une mesure, nous l'avons comment dirais-je, nous l'avons fabriqué, un outil, une plateforme sur GRIST qui vous permet de mesurer votre qualité relationnelle, qui est, j'ai envie de dire, un atout supplémentaire pour montrer aussi comment tel tiers-lieu eh bien, participe à générer du lien social et de la qualité sociale sur son territoire. Donc, vraiment pas en lien avec la question des partenaires. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un ordre plus, j'oserais quasiment dire plus sensible. Voilà. Merci Alice. Philippe? Pardon. Ah, Oui, vas-y. J'en profite Ouais, un je instant. voulais, Vas-y Alice.
Pardon, juste pour indiquer, parce qu'entre-temps, il me semble que tout à l'heure, la question de Philippe Limbourg, justement, qui allait reprendre la parole, peut-être qu'il évoquait une conférence de Benoît Thévard et de la fabrique des transitions. Et c'est peut-être ça que vous cherchez. Et je sais que Benoît Thévard est désormais en charge justement de la coordination des différentes cohortes régionales des villes en transition, de la Fédération des villes en transition. Si c'est ça que vous cherchez, je vous invite à regarder Fabrique des transitions, qui au départ s'est inspiré de Los Angeles. Voilà. Merci Alice. Vas-y Philippe. Merci. Oui, je voulais faire un commentaire là, sur ce qui était évoqué, en évoquant quelque chose qui est venu un peu naturellement donc, au relais des futurs à l'Orme. En fait, comme on travaille pour nous-mêmes, pour le tiers-lieu, je dirais une logistique de convivialité, quoi. On fait un tas de trucs pour pouvoir accueillir. En fait, on s'est rendu compte qu'on était sollicité par des associations pour être un lieu d'hébergement occasionnel d'associations. Voilà, une association de jeux d'échecs qui est contente d'avoir un lieu, une association LGBT qui veut un lieu au calme pour se réunir, etc. Et donc, en fait, je pense qu'il y a justement sur ces enjeux de convivialité, de lien social, etc., il y a quelque chose de particulier ouais, lié à moi, ce que j'appelle cette logistique de convivialité qu'on cherche à développer dans un tiers-lieu, quoi. Et donc, c'est peut-être voilà, un argument pour avoir des thunes. Merci Philippe. Vas-y Alice. Non, si je peux juste me permettre d'indiquer, alors je n'ai pas accès, je ne sais pas pourquoi, à la conversation, je n'arrive pas à poster quoi que ce soit. Donc si vous aviez la gentillesse, peut-être Amélie ou Joséphine, juste d'envoyer les liens qui sont disponibles sur le site de l'NCT. Merci, d'accord, très bien. C'est fait, on l'a fait au moment où tu parlais. J'ai envoyé à la fois le lien vers l'étude et l'outil en fait de commune mesure. Merci de l'information parce que moi j'avais en tête qu'il devait sortir en septembre, puis quand j'avais regardé, il n'était pas encore sorti. Et donc nous, ça va être l'occasion de communiquer dessus parce qu'on l'a. Voilà. Non, parce qu'on a affiné l'outil pour qu'il soit plus facilement accessible à tous et qu'il puisse y avoir de la capitalisation. Et pour répondre aux commentaires de Philippe à l'instant, l'enjeu était aussi de cet ordre-là, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a dans un moment d'évaluation très important, à tout niveau État, hein, on évalue beaucoup les dispositifs, mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose d'ordre immatériel qui passait souvent sous les radars et qui sont pourtant la vertu des tiers-lieux, qui sont liés à cette convivialité, à cette production de liens, et qu'il s'agissait sans doute de confier ça à des chercheuses qui ont déjà éprouvé, ou en tout cas qui ont déjà montré des indicateurs tout à fait pertinents en la matière. Donc ça a été l'objectif justement de ce RCI tiers-lieu. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, voilà, est-ce que ça appelle des réflexions ou tout le monde a faim? En tout cas, moi, je suis curieuse. Enfin voilà, si ceux qui sont parmi vous là, parmi les tiers-lieux qui sont présents, si vous avez un peu de temps à consacrer à regarder, notamment parce qu'on discute là sur l'indicateur d'évaluation du lien social en tiers-lieu, je serais curieuse de voir voilà si comment ça résonne pour vous et est-ce que ça pourrait faire l'objet enfin, est-ce que ça pourrait vous intéresser, par exemple, d'envisager de partager ou de conduire ce type de travaux-là à l'échelon régional avec nous. En tout cas, voilà, j'ai cet intérêt-là. Et j'ai cru voir, Marion, que tu ouvrais ton micro. Alors, je me dis peut-être que tu avais à nouveau, enfin, peut-être j'ai cru voir ça, mais pas du tout, pas du tout. OK. Des remarques? Non, tout. Il est midi Bravo, 26, donc on est dans les bravo, temps. Ben non, merci. bravo et merci. Oui. On était ravis de t'accueillir avec nous, Alice, vraiment. Encore merci pour ton temps. C'était vraiment très instructif et je pense que ça nous servira vraiment pour la suite de nos réflexions. Et on te tiendra évidemment informé de comment nous avançons. De toute façon, nous sommes en lien de fait. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci, Au revoir. Joséphine et Amélie. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Bonne journée.